avait un budget qui était quand même très conséquent. Est-ce qu'on a vraiment besoin en fait de consommer autant en termes de dépenses? Toi, t'es arrivé, ton premier chantier, ça a été finalement de tout auditer, remettre à plat la partie data tracking pour déjà se mettre d'accord sur les KPI qu'on suit. Recruter des personnes sur leur personnalité, c'est absolument indispensable. On ne peut plus juste les recruter sur un CV. La landing page, le site internet, c'est plus de 50% des performances de tes campagnes. On a réussi à faire plus de 13% de croissance, du coup passer à 17 millions de CA en 2023. L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeurs, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. C'est la fin de la course au levée de fonds pour les startups. Elles sont de plus en plus nombreuses à viser la rentabilité plutôt que la croissance à tout prix. Et à mon avis, c'est une très bonne chose. Mais ce pivot implique de revoir sa stratégie de croissance. Et croyez-moi, le challenge est corsé. Et dans cet épisode, on met les pieds dans le plat avec un retour d'expérience d'une start-up qui est déjà passée par là. Cette start-up, c'est Le Permis Libre, une auto-école en ligne qui vous permet de passer simplement votre code de la route ou le permis de conduire. L'entreprise existe depuis 10 ans et compte aujourd'hui 60 collaborateurs. Et l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en 2023. Et leur objectif en 2024, c'est de devenir rentable d'ici la fin de l'année. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Amandine Poulain qui était Head of Growth pendant 2 ans chez Le Permis Libre et qui est aujourd'hui Head of Product. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello Amandine! Hello! Bienvenue sur le podcast, très contente de te recevoir sur l'effet marketing. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ce côté-là du podcast, ça change beaucoup. Et écoute, comme je l'ai dit, dans cet épisode, on va mettre les pieds dans le plat sur un sujet brûlant qui est celui des startups qui cherchent de plus en plus la rentabilité. Et du coup, j'ai envie de démarrer dans le vif du sujet avec une première question. Pourquoi est-ce que vous, chez Le Permis Libre, vous avez eu ce déclic de vous dire « Ok, maintenant, il faut qu'on aille chercher la rentabilité ». Ouais, complètement. En fait, il faut remettre un petit peu de contexte. Ça faisait un petit moment quand même que la boîte faisait de la croissance. On a eu vraiment des belles évolutions de croissance. En 2022, on a eu justement le moment un petit peu Covid, enfin post-Covid, où voilà, les marchés étaient différents. C'était aussi tout ce qui est contexte géopolitique qui était difficile, etc. Donc on a dû quand même se réadapter par rapport à tout ça. Et en fait, on a aussi une évolution du marché en fait, de l'auto-école en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-école en ligne, telle qu'elle existe aujourd'hui, ça a été une grande bataille juridique pendant de nombreuses années quand même au préalable. Donc il y a aussi une évolution vraiment de notre secteur d'activité. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que donc moi, je suis arrivée il y a 2 ans, justement vraiment dans les prémices de la conduite du changement. Et l'objectif, voilà, c'était de la rentabilité. On a besoin vraiment de faire de la rentabilité, de s'éloigner justement de tout ce qui est cash burn. Et juste à titre personnel, moi, c'était carrément le challenge qui m'intéressait parce que j'en avais marre en fait de claquer du fric. C'était pas forcément l'image que j'en ai parce que justement, il faut faire hyper attention à ce qu'on dépense. Et en fait, c'est pas le fondamental de mon boulot. Mon boulot, c'est faire de la croissance, du growth. Donc, je veux absolument pouvoir avoir derrière des perfs. Donc, je dépense X, ça me rapporte Y. Ok, c'est bon, je suis la plus heureuse. Et c'était vraiment ça qui était hyper important pour moi parce que je ne l'ai pas connu dans certaines boîtes que j'ai déjà, pour lesquelles j'avais déjà bossé. Et c'est vrai que c'était la raison pour laquelle, en fait, j'ai rejoint Le Permis Libre.
Donc toi, tu es vraiment arrivé pendant cette période charnière, au moment du coup de ce switch stratégique où la boîte a décidé d'être rentable. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels ont été les grands changements à ce moment-là, peut-être déjà d'un point de vue global au niveau de la boîte, parce que si on cherche à être plus rentable, il y a forcément des conséquences derrière, et peut-être d'un point de vue structurel et plus lié à ta partie market growth, parce que c'est aussi entre autres ce qui a toi motivé ton arrivée. Ouais, complètement. Du coup, on était sur une création de poste me concernant, donc il n'y avait pas aujourd'hui de personnes qui lidaient la perf, on va dire, parce qu'il y avait bien entendu du monde dans l'équipe qui bossait déjà très bien et ça drivait, mais on avait aussi besoin d'un mindset vraiment centré sur la perf, avec une vision ROIste. Énormément. Et donc, du coup, moi, je suis arrivée au même moment que d'autres personnes, justement, sont arrivées. Et c'était ce moment-là aussi, on commençait à senioriser les équipes. On avait déjà des personnes en poste qui étaient très compétentes, ça avançait, etc. Mais on avait besoin aussi de senioriser les équipes. Et c'était, du coup, le prémisse, en fait, de la conduite du changement qu'on a opéré les mois et années à venir. Faut avoir en tête qu'une conduite du changement, ça prend à peu près 3 ans. Là, on est sur 2 ans. Il faut avoir beaucoup de patience, mais en termes d'intensité de travail, etc., c'est hyper intéressant, hyper stimulant, challengeant. Donc c'est génial. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce que ça implique Ok, on a eu un pic de croissance ces derniers mois, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on retravaille quand même nos investissements. On avait un budget qui était quand même très conséquent. Est-ce qu'on a vraiment besoin en fait de consommer autant en termes de dépenses Est-ce qu'on ne peut pas justement retravailler nos dépenses pour dépenser aux meilleurs endroits, sur les meilleurs canaux, etc. Est-ce que le budget qui me reste, je ne peux pas le déployer en fait sur autre chose en même temps que je suis arrivée, il y a aussi le CMO qui a été recruté. Et typiquement, un de ses choix, c'était aussi de se dire, OK, je me lance à la télé, j'ai besoin d'un budget pour. Donc voilà. Et donc, du coup, on se dit, OK, plus de cash burn, parce que voilà, on relativise le truc, on se dit, on travaille sur un mindset différent. OK, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire que derrière, il faut absolument qu'on ait les bons KPI. Donc, il faut aussi avoir de la bonne data et qu'on regarde tous la bonne data. Parce que voilà, d'un pôle à l'autre, c'est sûr que si tu ne regardes pas la bonne chose, automatiquement, c'est biaisé. Donc, il fallait qu'on ait une vraie cohérence. Derrière, ça implique aussi automatiquement de construire un sheet. Alors, choisit qui veut son outil, mais c'est vrai que Sheet, pour le coup, sur le suivi des dépenses, le suivi des résultats, etc., c'est génial. Ça permet vraiment d'avoir la big picture, en fait, de là où on en est. C'est facilement communicable, parce que c'est vraiment un outil de travail sur lequel le codir peut se baser, sur le coop peut se baser, sur les collabs qui peuvent se baser aussi dessus. Donc c'était un gros travail aussi là-dessus. Après, automatiquement, qui dit publicité dit tracking. Si j'ai un tracking qui est mauvais ou si je ne traque pas, c'est un vrai problème. Donc, tout de suite, il a fallu s'assurer que tout était OK, qu'on arrivait à traquer les bonnes choses. Et en fait, quand je suis arrivée au tout début, on travaillait avec 2 agences, une agence en SMA, une agence en SIA. Et en fait, les perfs étaient basés sur les données régies. Non, c'est pas possible. On ne peut pas du tout s'appuyer là-dessus, c'est pas les bons résultats dans la réalité. Donc derrière, ce qu'on a voulu faire, c'était de mettre en place un plan d'attribution alors plutôt que de s'appuyer sur ce que fait la régie directement, avec justement le buteur, la passe décisive, etc., pour savoir exactement vraiment comment aider en fait le SMA, comment aider le SIA, est-ce que le bouche à oreille, etc. Comment ça fonctionne. Ça, c'est un truc qui malheureusement a été dépriorisé chez nous parce que c'est quand même très lourd. C'est très conséquent. On n'avait pas nécessairement aussi la stack technique pour se permettre de le faire facilement. Donc, automatiquement dépriorisé. Mais en tous les cas, c'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment hyper important, hyper intéressant. Donc, on le fera, ça c'est certain. Parce qu'on a aussi besoin en fait, de savoir d'où viennent nos utilisateurs. C'est hyper important. Ce qu'on a quand même fait pour avoir un peu d'idée sur justement la provenance de nos utilisateurs, on a mis en place des sondages en interne sur la plateforme in-app pour justement essayer de savoir en fait d'où ils viennent. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait une bonne partie qui venait justement, qui nous avait connus par le SMA SIA.
Donc voilà, il y a vraiment, ce sont vraiment des outils, enfin des plateformes, des régies qui aident énormément sur la passe décisive, qui sont pas toujours nécessairement buteurs, mais en tout cas, ça donne déjà une bonne idée. Et après, on a aussi classique, on lance des tests en SMA, SIA, on essaye d'optimiser des pages d'atterrissage. Pareil, avoir des bonnes pages d'atterrissage, c'est pas donné à tout le monde. T'as pas toujours les bons outils. Nous, on a une stack qui est homemade. Donc, en fait, si on souhaite faire des landing pages, en fait, ça demande un coût homme qui est assez conséquent. Peut-être préciser Stack Homemade, du coup, c'est que vous êtes sur un CMS du coup maison et que du coup un développement va mettre beaucoup plus de temps que des outils qui vont faciliter ça, type un WordPress, un Shopify ou autre, pour permettre de faire des landing pages facilement. Ce qui fait que vous, de votre côté, quand tu veux mettre en place une landing page, ça demande beaucoup de ressources techniques. Au final, pour un A/B test, et tu ne sais pas forcément si la ressource va être rentabilisée derrière. Donc, du coup, ça peut être plus lourd, j'ai envie de dire, en termes d'organisation interne et aussi en termes de flexibilité. Toi, côté market growth, pour pouvoir faire tes tests comme tu veux. C'est exactement ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas, en fait, la gestion de l'administration de l'ALP. Donc, LP, landing page. Donc, grosse problématique. Comme c'est de l'A/B test, je vais vouloir tester du wording, je vais vouloir tester des couleurs. Pas que, bien entendu, là, c'est la face immergée de l'iceberg. Il n'y a pas que ça. Quelles offres je mets en avant, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est assez touchy. Mais par contre, on a lancé énormément d'A/B tests sur les publicités, sur les visuels, sur ce qu'on disait. Sur les meilleurs parcours à avoir, etc. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé. En parallèle, là, ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec une agence qui s'appelle Webin, qui nous aide sur les A/B tests. C'est-à-dire qu'ils développent pour nous nos A/B tests. Donc, on leur dit exactement ce qu'on veut. Ils développent à notre place. Et en fait, ça rajoute une surcouche sur notre site. Donc, on a la stack A, enfin la version A et la version B. Et on a du coup derrière les résultats, on a les résultats au niveau de l'inscription, on a les résultats au niveau de la conversion. Donc hyper propre. Je suis indépendante de la tech automatiquement, comme ça je peux lancer tous les A/B tests que je veux lancer. Après, bémol, derrière, il faut pouvoir les implémenter en réel. Voilà. Ça, des fois, on a des wins, des fois, on a des loses. Mais du coup, dans tous les cas, c'est hyper intéressant. C'est toujours hyper enrichissant. Donc là-dessus, c'est canon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans quel ordre tu as fait les choses. Je trouve que c'est cool de ressouligner finalement ce point-là, qui paraît logique une fois que toi, tu es passé par là, mais de se dire que en fait, toi, tu es arrivé, ton premier chantier, ça a été finalement de tout auditer, remettre à plat la partie data tracking pour déjà se mettre d'accord sur les KPI qu'on suit, être sûr que l'information remonte comme il faut et de la façon la plus précise possible. Et après, du coup, tu as cherché à te dire, OK, quels sont les leviers qui me rapportent le plus. Du coup, dans votre cas, c'était la partie SIA et la partie social ads qui étaient les deux principaux leviers de croissance, et de se dire, OK, comment est-ce que je fais des A/B tests là-dessus, à la fois sur la partie régie publicitaire, donc tout ce qui se passe à l'intérieur des campagnes, et à la fois aussi sur votre site internet. Et ça aussi, j'aime bien le souligner en plus parce que moi, je suis dans l'acquisition aussi, que voilà, la landing page, le site internet, on le sait, enfin, tout le monde ne le sait pas, mais en tout cas, c'est plus de 50% des performances de tes campagnes. Et du coup, il faut bien avoir conscience qu'il y a des optimisations à faire des deux côtés. Ouais. Tu as des pages d'atterrissage, mais tu as aussi ton parcours. Bien sûr. Et les deux sont automatiquement liés, mais la qualité du parcours, ça fait une grande partie du travail, une grande partie de la réussite aussi de la conversion. Donc c'est absolument indispensable à ce niveau-là. Et du coup, au niveau des résultats en fait, qu'on a obtenus 6 mois plus tard, donc avec tout ce travail d'optimisation, on a divisé par 2 en fait, par 2,5 même le budget paid qu'on investissait. C'est assez conséquent. Pour aussi une question de rentabilité, bien entendu, ROIst first, ça c'est certain. Et aussi, en fait, on n'avait pas besoin de cramer autant d'argent. Parce qu'on a trouvé, en fait, le point on appelle ça même le point Rubicon. C'est vraiment le point où je dépense suffisamment pour que ça soit intéressant. Et si je dépense trop, en fait, je dégrade ma rentabilité. Je dégrade ma renta et je dégrade du coup automatiquement mes chiffres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même resté ISO en termes de CA.
Donc, Ok. ça n'a pas eu d'impact. Ok, ce qui veut dire que ouais, tu as vraiment eu un bon élagage et un bon travail d'optimisation sur l'existant. Et Ouais. c'est ça que je trouve intéressant aussi, de dire que en fait, chercher la rentabilité, c'est pas forcément du coup dépenser plus pour atteindre notre ROI et se dire voilà, il faut investir long terme et tout. C'est à un moment donné, on accepte de fermer le robinet, on regarde où est-ce qu'on peut combler les trous, restructurer ce qui fonctionne soit pas bien, soit qui peut être du coup amélioré. Et du coup, c'est intéressant de voir que toi, ton parti pris, ça a été vraiment de dire, OK, je cut le budget. Et du coup, là, tu te rends compte que en divisant ton budget par 2,5, tu arrives à avoir la même croissance derrière. En tout cas, que ça n'a pas impacté négativement la boîte. Et ça, du coup, c'est un super point. Et j'aime bien aussi cet état d'esprit, tu vois, de te dire que tu as cette première étape où tu te dis je cut mon budget, j'améliore l'existant avant de rechercher à aller encore plus loin parce qu'on peut avoir aussi un peu ce piège de vouloir toujours aller trop vite. Et là, je trouve que cette phase de restructuration que tu as entamée, on voit qu'elle porte ses fruits et qu'elle est super importante. Et aussi, moi, ça m'intéresse de savoir, tu vois, comment tu l'as étalée dans le temps. Du coup, tu nous disais que tout ça, ça t'a pris 6 mois à peu près à mettre en place. Les gros résultats, on les a eus au bout de 6 mois. Ok. En fait, ça s'est quand même ressenti assez rapidement, mais les résultats dont on pouvait être fiers, c'était vraiment au bout de 6 mois. Entre-temps, on a recruté aussi du coup une personne qui a pu gérer toute la partie SMA SIA, qui a donné un gros coup de main. On garde toujours une agence en SIA parce que c'est absolument indispensable. Google est très compliqué. On a d'ailleurs eu pas mal de problèmes avec Google. Si tu veux... Et ouais, j'allais dire justement, ça, je souris parce que du coup, on en avait parlé justement en off et je sais que Google, ça a été problématique pour vous et du coup, peut-être si tu peux détailler pour nos auditeurs pourquoi est-ce que Google, ça a posé, donc Google Ads précisément, problème pour votre activité. Alors, je n'ai pas les raisons précises et ça servira à pas Tu ne grand-chose les as de jamais rentrer. officiellement. Ouais, c'est ça. Google, c'est une boîte noire, on ne comprend pas toujours, mais on s'est fait retoquer 2 fois sur le CPF. Donc le CPF, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais donc on a la possibilité en fait de financer avec son compte salarié son permis. Et en gros, il y a eu un problème, on va se dire, de translate entre le français et l'anglais. Et Google a compris on cherchait à vendre un permis. Donc, on ne vend pas un permis, on passe un permis, on obtient un permis. Et donc, du coup, il y a eu une cacophonie, enfin, un problème là-dessus. Et donc, du coup, ça a été assez coûteux parce qu'on a perdu du temps. Et surtout, derrière, pour avoir quelqu'un chez Google. Donc, fort heureusement, on avait l'agence qui nous a soutenus et qui avait un account à chaque fois qui a vraiment fait de son mieux. C'est toujours très long, mais voilà, c'est le jeu. Et on a quand même aussi une dépendance à Google, en fait. C'est un peu les maîtres du game à ce niveau-là, donc on fait avec. Ouais, et ce qui est important en plus à préciser sur l'impact que ça a de votre côté aussi, c'est que quand tu te fais retoquer et que ton compte est bloqué, du coup, ça stoppe forcément instantanément toutes les campagnes qui sont en cours et c'est l'objectif. Mais vous aussi, en termes d'apprentissage avec les campagnes qui avaient déjà été lancées, l'historique de données, du coup, tu as un cut qui est fait en plein milieu et même si tu peux effacer certaines périodes de données et dire à Google, je ne veux pas que tu prennes en compte ces 3 dernières semaines où le compte a été bloqué, mais garde bien en mémoire mes performances historiques pour que quand je relance mes campagnes, ça fonctionne bien. Honnêtement, quand tu relances tes campagnes, c'est toujours un peu la loterie. Soit ça repart et c'est tant mieux, soit c'est cata. Et là, pour relancer la machine, il faut remettre de l'énergie. Donc du coup, en effet, c'est quelque chose qui est très énergivore, vous, de votre côté. Et qui, comme tu le dis, c'est pour ça que ça vous fait perdre du temps. Parce que toute la progression que vous avez faite, tu es obligé de repartir un peu en arrière, refaire un pas en arrière pour pouvoir relancer la machine derrière. C'est ça, parce que les algos, en fait, ont été stoppés. Donc, du coup, ils ont mal appris. Donc, on est sur un cercle vicieux qui est violent. Après, on n'a pas été coupé trop longtemps, toutes les campagnes. Enfin, heureusement, ça continue quand même à dépiler, mais sur d'autres campagnes. Mais c'est un enfer, en fait, pour s'en sortir. Et puis... Entre-temps, il fallait montrer patte blanche avec une certification sur Google qui est extrêmement complexe à compléter. Donc voilà, ça a été assez lourd, mais pas toujours de grande réussite sur ce sujet. Et après, donc, automatiquement, comme on a diminué drastiquement le budget,
et qu'on a réussi du coup à conserver un CA ISO, automatiquement, on a un ROS qui passe de 7 à 18. Ok, belle perf. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. On était assez contents de cette amélioration-là. Et donc, l'impact aussi, c'est qu'on a baissé notre CPA, donc purchase. Donc le coût d'une transac nous coûte 15% moins cher. En fait, c'est génial. Ouais. C'est génial. Donc on achète mieux pour moins cher. Et pour préciser peut-être juste pour nos auditeurs, donc le ROS, du coup, c'est le retour sur investissement publicitaire. Quand je dépense 1 euro chez Meta ou Google, combien est-ce que ça va me rapporter? Et du coup, le CPA, c'est le coût par acquisition. Donc le coût par acquisition pour avoir un client du coup qui va acheter chez vous. Ouais. Juste petite précision pour qu'on soit tous au même niveau d'info. Non, t'inquiète. Complètement. Et moi, ça m'intéresse de savoir, tu vois, sur le chantier paid, si tu devais partager, tu vois, 2-3 apprentissages, savoir qu'est-ce que tu en retires du coup de cette période-là pour se dire, OK, quand tu attaques du coup des leviers publicitaires comme ceux-ci, savoir un peu qu'est-ce qu'il en ressort et quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs qui pourraient être dans la même situation que toi. Ouais. Recruter les bonnes personnes, déjà, c'est énorme. J'ai la chance de travailler avec Alice depuis quelques années et c'est une confiance qui est très forte et au quotidien, c'est facile. Et déjà, ça enlève un poids là-dessus. Donc du coup, automatiquement, en fait, elle fait les bonnes actions. Donc ça, déjà, c'est génial. Après, bien se faire accompagner par une agence. Côté SIA, je ne regrette absolument pas qu'on ait continué avec une agence parce que en fait, on ne peut pas se permettre de gérer Google toutes les 3 secondes. Ce n'est pas faisable. En fait, pendant qu'on fait ça, on ne fait rien d'autre. Donc l'accompagnement d'une agence n'était absolument pas négligeable. On continue à travailler avec eux parce qu'on est content de la manière dont ça se passe. Et Google, c'est tellement complexe. Ça évolue tellement vite qu'on ne peut pas suivre. Et du test. C'est bateau. Je sais que tout le monde entend ça régulièrement. Mais en fait, une pub ne peut pas durer 3 mois. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus, surtout. C'est comme les influenceurs, on ne l'a pas évoqué, mais oui, ça fait partie en effet du type de campagne, c'est de l'acquisition. Ouais. Il y a eu une période très, 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 très vaste, mais c'était il y a bien longtemps. Dans mon ancienne boîte, on avait bossé avec Lena Situation qui nous avait coûté 10 centimes l'inscrit. C'était lunaire. En effet. Ouais. Sauf que aujourd'hui, c'est plus du tout les Ce chiffres. temps-là, il révolue. Complètement. Plus du tout des chiffres qu'on est capable de faire. Mais les créateurs de contenu, c'est complètement différent maintenant. Donc, c'est complètement quelque chose qui a été exclu de l'équation depuis 2 ans. Il n'y a pas eu trop de sujets, trop de débats là-dessus, c'est certain. Donc, et j'allais dire, je rebondis sur la partie A/B testing, comme tu disais, ça peut paraître bateau, mais moi je le vois aussi vraiment comme un état d'esprit dans lequel il faut se mettre, de se dire, ok, en fait, je fais en sorte d'améliorer mes performances, et même quand j'y arrive, je me cantonne pas à ça, je cherche toujours cette amélioration continue, et là je pense que c'est un peu le mode dans lequel vous vous êtes mis, en mode commando, c'est-à-dire que là, l'objectif c'est de rentabiliser au maximum, donc on est en mode explorateur, enquêteur, pour faire en sorte que chaque euro soit bien investi, et ça c'est vraiment une démarche qu'il faut adopter sur le long terme, et comme tu dis, tu vois, ta campagne ne peut pas durer 3 mois sans avoir rien changé à l'intérieur, toujours être dans cette recherche d'amélioration continue, et ça je pense que c'est vraiment aussi un état d'esprit, plutôt que je vais faire tel test ou tel test, c'est plutôt la démarche qu'il faut avoir, quoi. Complètement. Et après, le dernier vraiment vrai tips qu'on pourrait avoir, c'est il y a 2 choses qui ne mentent pas, les chiffres et les gens. Et en fait, c'est apprendre aussi à connaître nos targets. Si on ne leur parle pas, en fait, on ne connaît pas leurs problématiques. On a tous des préjugés, oui, le permis ça coûte cher, etc. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà, il faut leur demander exactement ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, qu'est-ce qui pourrait améliorer vraiment leur expérience, etc. Donc c'est vraiment indispensable. Et après, juste pour en revenir au niveau des A/B tests, il y a du coup tout ce qu'on peut faire, les visuels, le wording, etc. Ça, c'est classique. Enfin, c'est classique, hyper important, mais ça marche. Et il y a aussi tout l'aspect A/B test qu'on peut faire sur les régies. Ouais. Donc, typiquement, le passage au ROS sur Google, ça a été un changement assez important chez nous.
Ouais. Au début, ça se passait plutôt bien quand on était en focus CPA. Petit à petit, on a vu nos chiffres un petit peu augmenter. Donc, on s'est dit, OK, on passe au ROS. Des fois, on a des précos, aussi des accounts de Google qui peuvent un petit peu aider. Pas toujours, mais ça arrive. Et c'est vrai que ça permet justement de lancer qui n'est pas vraiment un A/B test, mais on lance le truc et on voit ce que ça donne et on check les résultats. Ouais, en effet, la stratégie d'enchère sur Google Ads, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Et du coup, en effet, passer sur des stratégies qui optimisent directement le retour d'investissement publicitaire. Quand on a assez de données et quand ça fonctionne, c'est vraiment jackpot. Et j'allais dire, si moi je le considère, tu vois, on peut quand même le considérer comme un A/B test dans le sens où c'est un passage qu'on a tous envie de passer, mais qui ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Et tu as un peu aussi ce truc de si on l'a tenté à un instant T avec tel objectif de ROAS et que ça passe pas, on peut refaire aussi marche arrière, y revenir plus tard, mais toujours être dans cet état d'esprit de comment je fais pour améliorer et aussi comment je me laisse pas abattre si ça fonctionne pas. Ouais. Parce que j'imagine que vous aussi de votre côté, il y a des choses qui n'ont pas dû fonctionner. Vous aviez peut-être des galères sur certains sujets. Du coup, tu nous disais notamment sur Google, il me semble qu'il y avait la partie tracking aussi qui n'avait pas été évidente pour vous. On a eu un problème un jour qu'on n'a pas vu venir, clairement. En fait, il y a eu une modification technique qui s'est faite sur la page de paiement. Et en gros, je vulgarise le truc au max, nos pages de paiement se sont multipliées. Donc, en gros, ça a envoyé l'information à Google qu'il y avait 10 fois plus de personnes qui avaient acheté que prévu. Ouais. Exactement. Donc, l'algorithme s'est complètement a pris feu. Donc, non, mais vraiment, c'était un beau bordel quand même côté algo. Donc, du coup, ça nous a pété toutes nos campagnes. Donc, le temps, en fait, que tout ça se passe, on se rend compte que nos campagnes, que nos résultats sont plus du tout au fait. Donc, il faut essayer de comprendre, en fait, d'où ça sort. Donc, on se rend compte en fouillant que ça vient de là. OK, d'accord. Après, OK, c'était quoi le fond du problème? C'était du coup notre page de paiement où il y a eu un changement qui s'est fait. OK, le tracking a sauté. OK, d'accord. Maintenant, qui on va voir en interne pour pouvoir modifier le truc, etc. Et en fait, tout ça, après, une fois que c'est corrigé et que la machine est relancée, en fait, on perd vraiment 3 mois. Ouais. Parce que il y a toute la partie de réapprentissage de l'algo qui doit se remettre en route. Et c'est un temps qui, du coup, nous fait perdre automatiquement de l'argent. Mais c'est typiquement le genre de truc que tu ne vois absolument pas venir, mais qui te coupe les jambes, quoi. Et c'est là où tu es contente, du coup, aussi en amont d'avoir bien structuré ta partie data, justement, et de ne pas te fier uniquement aux données que tu vas pouvoir avoir sur les régies Google, Meta ou toute autre régie publicitaire, mais avoir tes propres données en brut, parce que ça te permet de faire des comparaisons. Parce que si tu te fies qu'aux régies, tu te dis, OK, du jour au lendemain, mes résultats ont fait x10, let's go, on continue sur cette belle lancée, alors qu'en fait, tu es en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Exactement. Et ça, du coup, tu t'en rends compte que si tu as une bonne structure de données brute, toi, en interne. Et du coup, ça souligne l'importance d'avoir des fondations solides avant de se lancer dans tous ces chantiers d'acquisition. Complètement. Et donc là, on a beaucoup parlé SMA-SIA. Il y a d'autres canaux, bien entendu. Il y a l'affiliation, etc. Il y a les partenariats. Ça fonctionne bien, pas tout le temps. On a fait quand même aussi pas mal de tests, pas mal de collabs. On a, entre autres, collaboré avec VP. On n'était pas sur la meilleure des réussites. Aussi parce que ça vit avec son temps aussi, faut pas se mentir. On n'avait peut-être pas nécessairement le bon produit à mettre en avant, pas toujours la bonne cible, etc. Mais voilà, on a testé pas mal de choses, mais c'est vrai que SMA-SIA, c'est quand même le gros des actions qui sont faites au sein de l'équipe. Et du coup, pendant cette phase de restructuration, tu vois, au-delà des leviers de croissance, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous avez taclés, tu vois, que ce soit sur la partie site internet, sur la partie restructuration de l'équipe, savoir un petit peu les autres évolutions que vous avez eues pendant cette période, du coup, qui, je le répète, est très charnière, parce que, en fait, tu vois, au début de l'épisode, tu parlais de conduite du changement, et c'est vrai que j'ai pas rebondi tout de suite dessus, mais en fait, ce mot, il est important et il est fort. C'est un vrai changement de paradigme en interne, et du coup, tu as aussi beaucoup de transformations, et du coup, ça a son lot d'enjeux. Ouais.
Ouais, complètement. Encore une fois, il faut beaucoup de patience avec tout ça parce que ça demande du temps, ça demande de l'implication, de voilà, continuer à rester on track, à Mm. vouloir vraiment s'investir. Et donc, il y a bien entendu une restructuration des équipes qui s'est faite. Ça s'est fait en plusieurs fois, en plusieurs étapes. Ok. Et là, la dernière restructuration sur laquelle on est très content, c'est qu'on a du coup l'équipe qui est divisée en 2 pôles. Alors, je ne compte pas le côté DAF, RH, compta, Ouais. qui est à part, mais du coup, maintenant, on a 2 pôles. Un pôle orienté revenu, qui du coup est l'idée par le CMO, qui est du coup passé CRO. Donc ça, pareil, l'intitulé, mine de, ça a quand même son importance. Donc au sein de cette équipe, il y a toute la brand, le market, les ops, le gros Ok. aussi, et toute la partie expérience utilisateur, notamment avec le CRM. Ok. Pareil, faudrait qu'on en parle encore pendant un quart d'heure, mais le CRM, ça a été aussi un vrai sujet parce que l'équipe CRM, en fait, ce n'est pas que envoyer de l'email. C'est hyper difficile de réduire en fait cette équipe à ça. Donc pareil, on a fait aussi un gros travail en fait pour retravailler Mm. en interne les appellations de postes, les appellations d'équipe, etc. Pour en fait ouvrir le champ sur justement ce type d'équipe qui ne fait pas que de l'email, Mm. qui ne fait pas que de la rétention, etc. Donc Mm. beaucoup. Ouais, peut-être plutôt du coup sur la partie CRM, si je comprends bien, c'est plutôt cette notion d'expérience Ouais, client au global, en fait, d'accompagner le client une fois qu'il c'est est ça. embasé dans le CRM, en effet, mais pas juste lui envoyer Ouais, des emails, s'assurer d'interagir avec lui, de répondre à exactement. ses questions s'il en a, et ça Ouais. marche du coup sur l'avant-vente, mais aussi sur le post-achat. Mais oui, oui, tout le long de son parcours. Enfin, faut aussi se rappeler, le permis c'était il y a quelques années, mais c'était long. Je pense que j'ai mis un peu moins. Alors, je l'ai loupé entre temps, donc. Mais dans la réalité, ouais, c'est quand même, c'est une aventure. Ouais, C'est assez long, donc il faut qu'on arrive à le solliciter en fait tout le long de son parcours. Il faut aussi le rassurer. Donc voilà, c'est une vraie expérience qu'on propose et pas juste du classique email quoi. Et il y a d'autres canaux que l'email. ouais. Surtout ça. C'est surtout ça. Et donc, pour revenir justement à l'organisation qu'on a au niveau donc, de l'équipe revenu, Oui, on en a parlé. On a aussi l'autre pôle qui, du coup, le pôle ingénierie. À l'intérieur, on a le produit, la data et la tech. ok, Et donc, du coup, moi qui suis côté produit et mon binôme qui est du coup côté tech, qui est responsable de la tech. ok. Ouais, et c'est là aussi où je trouve ça intéressant. On peut en parler du coup du switch que tu as fait entre la team growth et la team Mm. product. Du coup, un peu les liens qu'il y a entre les deux et la logique derrière ça et l'importance du coup que les deux communiquent Ouais. aussi entre eux. Est-ce que tu as un peu un retour d'expérience à nous faire là-dessus? Ouais, 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 ouais. Pour moi, c'est enfin, une évolution qui est absolument naturelle parce que on parle de mindset. On en parlait en off, mais recruter des personnes enfin des collaborateurs sur leur personnalité, c'est absolument Clairement. indispensable. On ne peut plus juste les recruter sur un CV, entre guillemets. Donc déjà, la personnalité, c'est important. Et après, il y a aussi un mindset à avoir, c'est-à-dire que business first. Voilà. On va vers la renta, donc c'est le business first. Et c'est la quanti, la quanti, la quanti, tout le temps. On regarde les chiffres. Encore une fois, c'est eux qui ont raison, dans tous les cas. Donc à partir du moment où on se positionne là-dessus, c'est vachement plus facile pour prendre des décisions. Donc maintenant, les tâches en fait, qu'on fait passer côté tech, elles sont toutes priorisées et Hmm. elles sont toutes ricées. RICE, qu'est-ce que c'est? C'est le reach, l'impact, la confiance et le ease, donc la facilité de l'intégration, enfin de l'implémentation de la feature. Alors bien entendu, sur le papier, c'est génial, etc. On n'y arrive pas pour toutes les features, mais ce qui est certain, c'est que derrière, on essaie toujours de quantifier en fait ce que ça va rapporter d'un point de vue business. Et après, il y a du business direct et du business indirect. Faut pas sous-estimer le business indirect. Et donc, on arrive à prioriser comme ça. Et en fait, c'est là-dessus que le switch s'est fait naturellement. Parce que du coup, je pense qu'on avait besoin de ce mindset. Et en fait, c'est aussi une culture d'entreprise Hmm. que l'on a. On est très orienté justement KPI. Parce que, pareil, au niveau de la conduite du changement, en fait, ce qui a été aussi hyper important qu'on a mis en place, c'est tout ce qui est OKR.
Du coup, on a des OKR qui sont prévus, on a une transparence qui est énorme sur les chiffres en interne, on communique très souvent dessus, sans bien sûr mettre de pression au collab, hein, c'est pas du tout ça, mais juste ok, on en est là au niveau du CA, on est content, on n'est pas content, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça responsabilise aussi tout le monde. Ouais, ça impulse la dynamique et ça Ouais. incite aussi aux synergies entre les Ouais. équipes parce que tu sais que ton OKR, c'est, je sais pas, augmenter, admettons, le taux de conversion. Bah ok, du coup, ça joue sur la partie growth, mais la partie product va avoir aussi son C'est rôle ça. à jouer et du coup, c'est qu'en travaillant ensemble que ça peut fonctionner. Et du coup, on a déjà parlé de la réorganisation, mais en fait, ce qui était absolument indispensable derrière cette réorganisation, et c'est un problème qu'on a très souvent au sein des boîtes, c'est qu'il y a un problème de silo. Et donc, on a complètement désiloté, et c'est là où, en fait, on se rend compte que les équipes peuvent se parler. Waouh, c'est fou. Et elles peuvent même travailler ensemble. C'est dingue. Non, mais c'est dingue, parce que ça prend vraiment des proportions. On ne s'imagine pas, mais en fait, il faut que les gens se parlent. Et donc, derrière, on a aussi retravaillé nos réunions. C'est-à-dire qu'on fait des kick-offs. C'est assez classique, hein, mais on le fait. Inter-équipe, bien entendu. On a mis aussi en place un Scrum of Scrum. Donc, en gros, c'est tous les responsables d'équipe qui se voient pour parler qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, les wins, les loses, etc. Et pareil, hyper important, en fait, de valoriser les wins. Et je parle pas d'un win, on a fait plus X% en CA, c'est pas du tout ça. C'est on a mis en place un truc d'automation, ça nous a fait gagner X temps sur notre temps de prod, on est trop content, c'est super. N'importe quelle petite win est hyper importante, ne serait-ce que pour le moral des équipes. Et ça impulse aussi vraiment cette dynamique au global au sein des équipes. Déjà, ça fédère aussi les équipes et ça rapproche aussi d'un objectif commun qu'on a de développer la croissance de la boîte avec cet objectif de rentabilité et tous le faire en étant alignés. C'est complètement ça. Et du coup, en plus des OKR qu'on a mis en place, donc les OKR, c'est vraiment les objectifs de la boîte. Donc, objectif qui est résultat. Donc, il y a des objectifs et au sein des objectifs, et il y a en général 2 ou 3 sous-objectifs qui dépendent de l'objectif principal. Et on a du coup en parallèle mis des objectifs SMART à nos collaborateurs. Donc ça veut dire que chaque collaborateur a des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, etc. Je ne vous fais pas toute la chanson, mais en fait ils savent exactement sur quoi bosser et surtout à chaque fois c'est toujours quantifié. C'est pas toujours évident de quantifier pour un designer, pour un tech, etc. Clairement. Mais c'est, par exemple, nous, côté design, ils ont une appétence hyper forte à faire de la discovery. Ok, pas de problème. Du coup, un de tes objectifs, potentiellement, ça peut être tous les mois, tu t'alloues une journée à faire de la discovery. Ou alors, à la fin de ton trimestre, il faut que tu aies interviewé X personnes. Ou il faut que tu sois allé passer 3 jours au sein du CARE pour discuter des améliorations qu'on peut faire côté design, par exemple. Enfin, côté design / expérience utilisateur, bien entendu. Donc voilà, c'est hyper important parce que ça responsabilise, encore une fois, les collaborateurs. Ils ont vraiment le sentiment, je pense, je ne parle pas à leur place, mais je pense qu'ils ont vraiment le sentiment d'apporter leur pierre à l'édifice. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Donc je suis contente d'aller dans ce sens-là, ouais. Carrément. Et du coup, au niveau des différents chantiers que vous en avez eus, est-ce qu'on les a tous listés ou est-ce que tu en as un autre en tête qu'on pourrait évoquer ? Ouais, il y a quelque chose qui nous a pris pas mal de temps. Alors, c'était surtout côté Ops que ça a été mis en place. Et hyper important d'avoir aussi une bonne équipe Ops. Donc, une équipe Ops, c'est vrai que je peux aller plus en détail. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont basées sur l'opérationnel. Et là, pour le coup, nous concernant, on a le service care et le service enseignant. Et donc, c'était un mix des deux qui était fait de ce côté-là. Donc, c'est vraiment les personnes qui sont en direct, en fait, avec nos clients. Et quand je parle de nos clients, c'est du coup nos candidats et nos enseignants. Ouais, c'est ce que j'allais dire qui est bien. Désolée, je te coupe, mais parce que c'est vrai qu'on ne l'a même pas évoqué tellement ça paraît évident. Même si moi, quand tu me l'as dit, je me suis dit « Ah, mais oui, c'est vrai qu'en fait, vous avez 2 cibles. Il n'y a pas que la cible apprenant, il y a aussi la cible enseignant qui sont du coup les moniteurs de conduite, quoi. » Et qui sont vraiment
faut qu'on les chouchoute parce que du coup en fait je vais y venir aussi parce que on a du coup un vrai sujet sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que je donne un exemple simple. Dans cette zone, j'ai X candidats pour Y enseignants. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il m'en faut plus? Et vice-versa. Est-ce que j'ai assez d'enseignants? Est-ce que j'ai assez d'enseignants pour mes candidats? Etc. Donc il y a eu aussi des choses assez micro à aller chercher. Parce que c'est facile de dire on ne fait pas le CA, enfin on ne fait pas l'objectif. Ouais. Voilà, c'est facile. Voilà, c'est le plus difficile, c'est de savoir pourquoi, d'identifier et de trouver des solutions derrière. Donc c'était tout l'enjeu et c'était vraiment une partie hyper intéressante et on y est encore dessus et c'est normal. Et toi, ça fait 2 ans du coup que tu es chez Le Permis Libre maintenant et du coup tu es passé d'abord par toute cette partie gestion de la partie growth, restructuration et c'est tout ce qu'on a vu du coup ensemble. Est-ce que tu aurais un bilan à nous faire du coup, tu vois, typiquement sur le chiffre d'affaires à l'année, savoir ce que ça a donné? Ouais, on a réussi à faire plus 13% de croissance et du coup passer, comme tu l'as dit en amont, à 17 millions de CA en 2023. C'est cool. Pareil sur la renta, on avance. C'est pas simple, mais on avance beaucoup là-dessus. Et après, ce qui était absolument indispensable, je pense, pour ces 2 ans chez Le Permis Libre, c'était déjà d'avoir une boîte saine. Ça, c'est, je pense, la première chose que je me suis dit en arrivant au sein de LPL. Parce que voilà, on avait un codir qui était juste, qui était transparent. C'est important. Ouais, et qui se disait les choses. Et c'est indispensable. Je ne conçois pas une relation professionnelle en se cachant des choses, etc. Donc ouais, la transparence est absolument indispensable à ce niveau-là. Et donc du coup, et aussi en fait aussi de voir les évolutions en fait qu'on a eues parce que le conduite vers changement, tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde ne s'autorise pas à le faire. Parce que tout le monde peut le faire. C'est des choix qu'il faut assumer en général. C'est pas toujours évident. Mais en tous les cas, si on est patient, si on croit en le projet et que on a envie de s'investir, c'est une aventure géniale. Trop cool. Et tu vois maintenant, parce que là, on peut dire vraiment officiellement que vous avez réussi à remettre la partie growth sur des bons rails. Et en tout cas, on est dans la bonne direction avec des bases saines, un socle qui tourne bien et sur lequel on va pouvoir ensuite accélérer tout en préservant cette rentabilité. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les prochains chantiers? Et du coup, sur la partie product, parce que justement, tu as fait ce switch entre la partie Head of Growth et Head of Product. Donc, savoir un petit peu quels sont les enjeux. Ouais, alors du coup, un des besoins fondamentaux qu'on avait côté growth, c'était de se dire, ok, j'ai amélioré mes perfs côté campagne, on a fait un gros taf, super, on est content. Par contre, on peut encore faire mieux. Donc ça, c'est génial parce qu'on a encore du challenge, fort heureusement. Mais du coup, comment on peut faire mieux? Et en fait, on peut faire mieux justement en améliorant notre plateforme, c'est-à-dire avoir des pages d'atterrissage qui convertissent, qu'on peut A/B tester. Et surtout avoir des parcours candidats personnalisés et des parcours candidats de meilleure qualité. C'est pas réellement faisable en fait. Avec la stack technique qu'on a aujourd'hui, elle est très vieillissante. Voilà. Stack technique, ça se change régulièrement. On a accumulé une dette technique qui est quand même pas négligeable. On a des règles métiers qui sont assez complexes par rapport à notre secteur d'activité. Et surtout, on a fait des pansements assez régulièrement sur la stack. Et donc, du coup, un changement peut coûter assez vite cher en termes de temps homme. Ça fait plaisir à personne. Donc, on a besoin d'opérer un replatforming. Donc, replatforming, c'est quoi? C'est un changement de stack. Et oui, on a un problème de stack, mais on n'a pas que un problème de stack. On a aussi un problème sur nos offres qu'on va vouloir retravailler et sur la totalité de nos parcours clients. Et quand je dis client, enseignant, candidat, parce qu'encore une fois, on peut largement faire mieux, ça c'est certain. Et on va vouloir proposer une vraie expérience différente à nos candidats et à nos enseignants. Donc ça va être vraiment le gros enjeu des prochains mois. Et là, du coup, on est vraiment sur un lancement très prochainement qui va se faire. On a beaucoup bossé la quantification du projet. On a mis sur la table plusieurs options.
avec différents investissements que ça pouvait représenter au niveau la masse salariale qu'on impliquait. Parce que du coup, quand je parle de masse salariale, je pense surtout à l'implication en fait, du projet que ça va nous coûter en interne. Est-ce qu'on fait appel à une agence? Est-ce qu'on fait appel à des freelances? Les frais hosting data, les frais de PSP. Donc PSP, c'est tout ce qui est Stripe, etc. Comment on va pouvoir les optimiser? Combien ça va nous coûter tous les mois. Si on fait rien, ça nous coûte X. Si on fait quelque chose, ça nous coûte Y. Si on choisit telle option, ça nous prend 9 mois, ça nous prend 6 mois, etc. Donc on a quantifié tout ça. Et derrière, on a aussi quantifié la croissance espérée. Et la croissance espérée, dans l'idéal, j'aurais voulu partir sur 3 hypothèses de croissance. L'optimiste, la réaliste et la pessimiste. En fait, sur le papier, ouais, on voudrait tous faire comme ça. Après, une fois qu'on met des graphes à l'intérieur, c'est illisible, donc on peut plus se permettre ce genre de choses. Donc, je suis partie vraiment sur du réaliste. Et surtout, on a fait vraiment des échanges pas assez nombreux. On n'est toujours pas... on n'a jamais assez d'informations, mais clairement, j'ai fait beaucoup d'échanges avec des personnes qui avaient opéré un replatforming ou une transformation digitale. J'ai beaucoup appris sur les coûts que ça a représenté chez eux, les impacts, comment ça a été pris côté tech, etc. Parce que, mine de, une personne qui vient du market, qui arrive côté product et qui parle à la tech, c'est pas toujours évident. Je suis pas toujours hyper à droite parce que je suis assez efficace dans ma manière de m'exprimer. Je veux que ça aille vite, donc je prends pas toujours des pincettes. Donc ouais, c'était pas évident. Et puis la tech, ça fait de nombreuses années quand même qu'elle bosse avec ses stacks ils en sont pas non plus contents. Par contre, c'est vrai que c'est facile de continuer avec l'existant. On a tous envie de changement, de changer, etc. Mais ça veut dire mettre quelques années de boulot plus ou moins à la poubelle. J'extrapole le truc, mais c'est ça, il faut l'accepter, c'est pas évident. Ouais, et puis ce qui est important de préciser, tu l'as dit, et j'en rajoute une couche, c'est que du coup, un changement de stack technique, c'est pas juste un outil qu'on remplace par un autre, c'est tout un écosystème qui change à la fois sur les partenaires qui bossent avec vous, les équipes en interne, tous les outils que vous avez utilisés. Donc l'impact derrière, il est colossal. C'est un chantier qui prend du temps, qui est pas facile à mettre en place, qui peut être coûteux. Et du coup, en effet, c'est super important de faire tout le travail que tu as fait en amont de prédictabilité et de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte que cet énorme chantier soit le plus minimisé possible en termes de risque et un impact le plus fort possible sur notre croissance. Ouais, et ce qui va être hyper important, c'est aussi de prévoir une timeline juste. C'est-à-dire, si je dois prendre 1 mois, si je dois prendre 3 mois pour faire la discovery, je prendrai le temps nécessaire. C'est indispensable, on ne peut pas se permettre un loupé et on sera tous plus heureux et fiers de ce qu'on a accompli si on a fait une belle discovery. Pareil sur la partie conception. Si la conception, elle n'est pas bien cadrée, si en fait, 3 mois plus tard, on se dit « Ah merde, tiens, j'aurais bien voulu rajouter ça ». Non, c'est pas possible. Tu te rajoutes une complexité derrière parce qu'il va falloir faire un pansement, tout ça. On l'a tous fait, on déteste tous faire ce genre de choses. Donc on va essayer vraiment de penser ça correctement. Et quand je dis « on », je pense surtout à la totalité des parties prenantes qu'on va impliquer dans le projet. Il y a pas, c'est pas le produit qui va faire le truc, c'est une partie du produit, une partie de la tech, une partie côté ops pour vraiment avoir des vrais retours candidats, pas juste les préjugés en fait que l'on peut avoir, des retours aussi côté enseignant, etc. Donc on va vraiment prendre la température auprès de tout le monde, on va bosser tout ça ensemble. C'est un vrai projet de boîte et ça, j'en suis très contente parce que je suis ravie de pouvoir bosser avec tout le monde parce que c'est facile de bosser sur son confort, toujours avec les mêmes personnes, à qui on fait confiance, etc. Et en fait, dès qu'on regarde un petit peu le voisin, on se dit « Ah, t'as peut-être quelque chose à m'apporter » et en fait, c'est là, on le voit aussi surtout au moment des soirées d'entreprise, etc., où on commence à parler à des personnes avec qui on n'a pas nécessairement l'habitude de parler. Ouais. Et là, on se dit « Ah, mais en fait, on a carrément quelque chose à s'apporter mutuellement. Ah, mais tu fais ça. Ah, mais je savais pas. Ah, mais t'as cette appétence-là. Ah, ok. » Et donc, du coup, ça fait vraiment élargir le champ des possibles et de se dire, ok, on peut tout faire parce qu'on a les bonnes personnes pour le faire.
Trop cool. Encore un beau challenge qui t'attend après la partie growth, la partie product. Mais je suis sûre que tu vas mener ça à bien, comme il faut. Il va falloir. Ça va le faire. Il n'y a pas le choix. Merci beaucoup Amandine pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un super épisode et merci beaucoup pour ta transparence. C'est vraiment méga appréciable et je suis sûre que ça plaira à tous nos auditeurs qui pourront aussi s'identifier à toi et se dire bah voilà, je suis passée par là, je me sens moins seule, j'ai eu un retour d'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là avant moi et ça, c'est méga rassurant. Merci beaucoup Léa pour ton temps, pour tout ça. C'était hyper intéressant et si jamais je peux répondre à d'autres questions, je suis absolument disponible pour faire tout ça. Trop cool, je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup. À plus. À plus.